Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo hebdomadaire sur Tech & Co. Et bien aujourd'hui, on va faire une émission spéciale Star Wars. Mais pas que, mais surtout quand même, il faut bien l'avouer. Et pour parler Star Wars, eh bien, j'ai deux fins connaisseurs avec aujourd'hui Camille Allard, rédacteur en chef adjoint de Gameblog. Salut, bonjour à Camille. tous. Merci de l'invitation. Eh bien écoute, tu vas nous parler des jeux Star Wars. Exact. Tu connais ça Du très, passé, très du bien. présent et du futur. Du futur de Star Wars, qui va être déjà vaste. Et face à toi, eh bien, Mohamed Egouin, bonjour, de Jeux Vidéo Magazine. Salut, ça va? Mais écoute, très bien. Et Toi, salut Camille. toi qui as mis la main aussi sur Star Wars Jedi Survivor, qui arrive, dont on va parler. Et oui, parce qu'on va faire une petite émission à coups de sabre laser et de combat, ça va être très sympa. Et pour commencer, eh bien, l'actu à chaud. Avant de parler de Star Wars, eh bien messieurs, je voudrais parler avec vous d'un autre univers adapté en jeu vidéo et qui fonctionne très 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 bien. C'est Hogwarts Legacy. C'est un énorme carton. On parle là quasiment d'1 milliard de recettes pour un jeu qui est sorti fin mars. Non, je ne sais plus. Début février, pardon, excusez-moi. Et cette semaine, Warner Bros. Game a annoncé plus 256% sur les prévisions de vente. Est-ce qu'on l'avait vu venir, Mohamed? Alors en plus, ce qui est assez perturbant, c'est que en fait, c'est annoncé via un post LinkedIn en fait de quelqu'un qui est au marketing. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas Warner qui fait une grande annonce, tu sais, en mode avec une belle image, etc. Avec le pourcentage. C'est vraiment quelqu'un qui a partagé ça sur LinkedIn. Et c'est impressionnant, oui, et dans un sens aussi non, parce qu'en fait, on savait que le jeu allait être un carton de base. On avait déjà eu des échos justement des ventes du jeu 2 semaines après sa sortie. On parlait de plus de 10 millions de ventes à ce moment-là. 12 millions de ventes déjà. 12, c'est un truc de fou. Et à rappeler, il n'est sorti. Il est sorti que, en plus, sur PS5 et Xbox Series. Il n'est même pas sorti sur PS4, One et encore moins sur Switch. Donc là, ça va être encore plus vénère. Donc, surprenant, non, mais en même temps, oui. Enfin, c'est quand même assez fou en termes de pourcentage. Ça va au-delà de ce que Warner attendait, c'est sûr. Maintenant, le jalon est posé pour le Wizarding World en jeu vidéo. Je pense que là, ça va ouvrir la porte à plein de choses hyper intéressantes. J'espère, en tout cas. Ça bat des records sur Twitch. Et sur Twitch aussi. C'est un jeu à record. Alors que, rappelons-le, c'est un jeu dans l'univers d'Harry Potter, mais sans Harry Potter. Exactement, et puisque ça se passe à la fin du 19e siècle, donc tous les personnages qu'on a pu l'occasion de voir à la fois dans les romans de J.K. Rowling ou alors dans les films, dans les adaptations, évidemment, ils ne sont pas présents. En fait, il y a des clins d'œil à certaines familles. Par exemple, on trouve la famille de Ron Weasley, etc. Mais il n'y a aucun clin d'œil à la famille Potter. On trouve surtout, en fait, c'est surtout les lieux. En fait, c'est une gigantesque balade. Et évidemment, en tant que fan, c'était impossible de passer à côté, quoi. Surtout avec toutes les annonces qui vont arriver. Il y a les rumeurs d'une série chez HBO. Confirmé du coup. Qui a été confirmé, ouais. Ouais, donc en vérité, ça peut être qu'un impact encore plus grand sur les ventes des jeux Harry Potter dans les années à venir, quoi, puisque c'est vraiment un jeu que je pense qui va être fait pour durer quelques années et qui va encore prendre vraiment un grand coup dans les ventes. On va dépasser aisément le milliard, c'est sûr et certain, quoi, en termes de recettes, quoi. Est-ce que justement, le fait qu'on ait Poudlard qui est excellemment bien recréé, tout ça, est-ce que c'est le plus important? C'est le cadre, plus que les personnages et l'histoire? Honnêtement, pour y avoir joué de fond en comble, je pense que et être aussi un fan de Harry Potter, oui, j'ai grandi avec, en fait. C'est vrai que je pense que le cadre est très important. Je pense que le cadre est très important. En fait, l'histoire, c'est pas qu'elle est secondaire, mais c'est qu'en fait, quand on joue à un jeu Hogwarts Legacy, comme son l'indique, il y a Hogwarts dedans, il y a Poudlard, et en fait, on s'attend vraiment à découvrir Poudlard et ses secrets, quoi. Et finalement, le château est un personnage à part entière, et finalement un personnage encore plus important que les protagonistes, etc. Puisqu'en fait, le fait déjà de proposer aux joueurs d'avoir son propre protagoniste, de le personnaliser, ça lui enlève déjà une certaine substance, puisqu'il n'a pas été écrit spécialement. Vous pouvez choisir vos voix, etc. Vous pouvez être une femme, un homme, etc. Donc c'est à partir de ce moment-là, c'est le château est un élément à part entière, en fait, dans le jeu. L'acteur principal. L'acteur principal, ouais. Et puis il n'y a pas que le château, en plus, j'ai pas spoilé, mais il y a plein d'autres endroits que vous pouvez visiter dans le jeu, et c'est ça qui fait aussi le charme de L'air de jeu est énorme, l'exploration est énorme. Ouais. Mohamed, tu étais fan d'Harry Potter? Totalement. Moi, j'attendais de ouf parce que de base, j'avais fait les précédents jeux sur d'anciennes consoles et j'avais aussi particulièrement apprécié
sauf le dernier, Les Reliques de la Mort partie 2 sur PS360. Là, c'était plus compliqué, je trouve. C'était pas de super jeu, mais en tout cas, ça faisait très longtemps que j'attendais un jeu Harry Potter sur console. A fortiori, un jeu Harry Potter RPG, parce qu'on a tendance un peu à l'oublier aussi des fois, mais c'est quand même symptomatique d'une volonté, en tout cas, de la part de Warner, de plonger les joueurs vraiment dans leur propre aventure personnelle. Et tu le disais en plus, justement, aussi, le cas de 19e siècle, ça permet de sortir de tout ce qu'on connaît, histoire que le joueur soit complètement immergé dans un univers qu'il connaît déjà de base, mais qu'il peut s'approprier au maximum, sans qu'il y ait un Potter dans le coin, etc., qui prenne quand même beaucoup de place. Donc j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ça. J'ai pas été déçu, en tout cas, par rapport à la partie univers, retranscription, etc. Je trouvais ça vraiment, vraiment ouf. En tant que fan d'Harry Potter, en tout cas, c'est le jeu que j'ai toujours voulu avoir dans ma console, quoi. Donc, C'est un jeu sur l'univers. Le plus important est justement, et attention, transition facile, vous ne l'avez pas vu venir à 10 km pour parler de l'univers. On va basculer aussi sur Star Wars, puisque sort cette semaine Star Wars Jedi Survivor. Et donc, comme on l'a dit, importance de l'univers, parce que ça ne raconte pas justement l'histoire des Skywalker ou de quoi que ce soit. Est-ce que tu peux nous pitcher l'histoire vite fait? Totalement. Suite de Jedi Fallen Order, sorti en 2019. 2019, j'allais dire 2017, non 2017, pardon, c'est Star Wars Battlefront 2. C'est pas du tout la même chose. Mais en tout cas, 2019, donc là, Respawn du coup propose un jeu solo où on incarne Cal Kestis, qui est donc anciennement un Padawan, qui donc du coup a survécu à l'Ordre 66, orchestré par Palpatine entre autres. Si vous avez vu les films, vous connaissez le délire. Et donc du coup, on se retrouve 5 ans plus tard après l'aventure de base que j'ai pas spoilé pour ceux qui l'auraient vraiment pas fait, je vous le conseille vraiment. Et donc Cal se retrouve en fait dans un monde, dans une galaxie où l'Empire a pris vraiment un pouvoir incommensurable, grandi au fur et à mesure en tout cas. Et donc justement, il est traqué à la fois par les inquisiteurs, par différents chasseurs de primes qui veulent sa peau, et aussi il doit contenir en tout cas au maximum cette puissance impériale qui grandit de jour en jour. Et c'est pour ça que c'est son nom du jeu, du coup, Survivor. Et sans en dire trop non plus sur la trame principale, même si on a eu des éléments qui ont été partagés par les développeurs, par les trailers et tout, Cal va se retrouver dans une situation où il va devoir, on va dire, allier des mystères anciens de la galaxie et avec tout ce qu'il a appris auparavant en tant que chevalier Jedi pour toujours trouver la solution pour sauver cette galaxie et justement conforter sa position en tout cas de sauveur entre guillemets. C'est un personnage qui est complexe et ce que je trouve hyper intéressant dans le pitch en tout cas de base de Survivor, c'est que Cal va devoir se surpasser lui-même, aller au-delà de ses peurs aussi en tant que chevalier Jedi, parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup exploré dans le précédent jeu, surtout par rapport à sa relation avec son maître, Jaro Tapal. Donc Survivor, ça va être vraiment une aventure, je pense, qui sera beaucoup plus sombre, qui va amener un point, je pense, qui sera peut-être un climax pour amener justement la conclusion avec une trilogie qui sera finie plus tard, quoi. Donc voilà un peu l'ambiance de base. Pour ceux qui veulent se situer, ça se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4 de la saga cinéma. Ça se passe 10 ans après. Cal Kestis est incarné par Cameron Monaghan, qu'on a pu déjà voir, qui est un acteur américain, qu'on a vu dans plusieurs séries, qui était le Joker dans Gotham, notamment. Et on a rencontré Cameron Monaghan pour qu'il nous parle justement de ce Cal Kestis et comment il le voyait, comment il l'incarnait, et surtout, qu'est-ce qu'il lui avait apporté. Je pense que pour moi, quelque chose qui m'a toujours frappé à propos de Cal, c'est sa résilience, sa persévérance. Vous savez, je viens d'une famille où nous étions tous très ce qu'on pourrait appeler des cols bleus. La plupart de ma famille vient des métiers de la construction, des métiers en usine, ce genre de choses. Et nous n'avions pas grand-chose en termes de, je ne sais pas, de richesse, de confort matériel, ce genre de choses. Et je regardais ma famille travailler dur, en particulier ma mère, pour me fournir les outils pour être capable de réussir, de survivre et d'atteindre le point où je suis aujourd'hui, ce dont je suis très reconnaissant. Et je peux imaginer combien de fois la situation a pu paraître désespérée ou impossible pour une mère seule essayant de subvenir aux besoins de son fils. Et donc, je suppose que, d'une certaine manière, je retrouve beaucoup des difficultés de Cal dans l'histoire de ma famille et dans mon enfance. Il y a peut-être quelque chose là-dedans. Je ne suis pas vraiment sûr, je n'y avais jamais vraiment réfléchi avant. En général, j'essaye de ne pas trop faire de psychanalyse quand j'interprète un personnage, parce que, vous voyez, on ne veut pas trop être affecté quand on joue. Mais avec le recul, c'est intéressant. Donc Star Wars Jedi Survivor qui sort cette semaine, qui est l'énième jeu adapté de l'univers Star Wars.
On en dénombre combien, Camille, à peu près? Franchement, une quarantaine facilement. Et en fait, c'est vrai que la grosse différence là, c'est que Disney et du coup Respawn ont fait le choix vraiment comme tu l'as dit tout à l'heure, de ne pas traiter de la famille Skywalker. Et ça, c'est plutôt un bon point, puisqu'en fait les fans commencent à un peu sentir un ras-le-bol général. Bien que l'histoire soit intéressante des Skywalker, mais on avait commencé à faire très largement le tour entre la dernière trilogie, etc. L'histoire de Rey qui est ma foi très intéressante, mais c'est vrai que on avait commencé à faire le tour. Donc là, on commence à s'intéresser à d'autres personnages qui vivent dans l'univers, parce que la galaxie de Star Wars est immense. Il y a vraiment plein d'histoires à raconter. La preuve en est la série actuellement The Mandalorian, où on explore tout un pan de l'histoire qui est complètement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et donc voilà. Il y a aussi des questions de droit. De reprendre, on le dit pas assez souvent, mais si vous n'avez pas les personnages qui ressemblent aux personnages des films, c'est aussi parce qu'il faudrait payer des droits à l'image en plus, et que ça coûte moins cher quelque part de créer des histoires de toutes pièces. On a les premiers jeux, j'ai recensé depuis 1978, qui était un jeu sur, alors attention, Apple II, l'ordinateur Apple II, oui, parce qu'on pouvait jouer à l'époque sur déjà sur les ordinateurs Apple, qui était un jeu Star Wars pas du tout officiel. Et le premier jeu officiel date de 79 et est tiré de l'Empire contre-attaque. Ah bah oui, Et donc depuis, on a eu tout et n'importe quoi. Ah oui, beaucoup de n'importe quoi. Alors, vas-y, raconte-nous le n'importe quoi. Non, mais c'est vrai qu'en fait, l'histoire des jeux Star Wars est vraiment en dents de scie. On a vraiment eu des épisodes qui étaient assez extraordinaires, mais ils étaient finalement assez rares. Et on a eu quand même pas mal d'essais aussi du côté, parce qu'avant que ça soit racheté par Disney, du côté de chez Lucasfilm. Et tous les essais n'ont pas été tous concluants, surtout qu'ils se sont vraiment lancés dans tous les genres possibles et inimaginables, même des jeux qui pouvaient paraître vraiment très loin. Et ils ont vraiment essayé d'exploiter au maximum la licence, quitte à en faire peut-être même beaucoup trop. Alors certes, des fois, alors je sais pas si tu préfères qu'on parle d'abord des flops ou des Vas-y, c'est toi qui décides. ou des tops, mais c'est vrai qu'on va commencer par le négatif pour finir sur le positif quand même. C'est bien. C'est vrai que négativement, il y a eu quand même des choses qui ont été assez dramatiques, parce qu'à une époque, en fait, le but était de faire des adaptations pures et simples des films. Dans les années 90, je vous apprends rien, la nouvelle trilogie qui est sortie, donc l'épisode 1, épisode 2, épisode 3, l'épisode 1 qui est sorti donc en 99, et donc Lucasfilm se sont dit c'est une parfaite occasion pour proposer une adaptation pure et dure du film. Surtout que le film a quand même pas mal de scènes d'action. On a le duel avec Dark Maul, on a la bataille sur Naboo, etc. Enfin, il y a vraiment plein de choses à représenter. Sauf que le jeu était une petite catastrophe, parce qu'en fait, il était sorti un peu trop tôt, et en fait, il était vraiment buggé à mort. Alors moi, à l'époque, j'avais que 9 ans, donc j'ai profité du jeu avec mon regard d'enfant. Donc en fait, les bugs, je les voyais pas spécialement, mais en fait, c'est a posteriori. Quand j'ai commencé à m'intéresser donc à la sortie de ce jeu, je me suis dit mais en fait le jeu était une catastrophe sans nom, quoi. Et en me rappelant ce que les adultes me racontaient à l'époque de ce jeu, c'est vrai qu'en fait j'avais pas du tout le même regard, quoi. J'avais un regard d'enfant émerveillé du truc, alors que le jeu était vraiment, il sortirait maintenant, il se ferait défoncer, quoi. Il n'y avait pas de patch internet pour de corriger les patchs Day One à C'est ça, l'époque. ouais. Faut pas oublier. Et c'est ça, et en plus, d'autant plus que certes il y avait une version PC, donc il pouvait y avoir des patchs par la suite, mais il y a surtout une version PlayStation qui, à l'époque, la PlayStation n'était pas du tout reliée à Internet, donc en fait une fois qu'on avait notre version CD-ROM, en fait, on avait que nos yeux pour pleurer, on n'avait plus aucun moyen de pouvoir avoir des patchs pour améliorer le jeu. Donc, si le jeu était buggé à sa sortie, c'était fini pour nous. Et le jeu était infinissable. C'est-à-dire qu'il y avait des endroits, il fallait recommencer le jeu 3, 4, voire 5 fois pour passer certaines scènes, parce que les personnages étaient bloqués dans les décors, il y a des dialogues qui se lançaient pas. Enfin, c'était la catastrophe, quoi. Mauvaise expérience donc sur la menace Fantôme 1, qui n'est pas mon épisode préféré, donc c'est pas très grave. Il n'y a pas beaucoup de monde d'ailleurs, malheureusement. Je me posais juste la question, est-ce qu'il y a la course de Podracer dans le jeu? Elle est montrée, mais on n'y participe pas vraiment. En fait, on la voit en fond, on l'entend en fond sonore, on voit des podracers passer, mais on participe pas directement, quoi. Mais il y a un jeu, mais si je me souviens bien. Du coup, très bonne transition. Oh là, magnifique, merci beaucoup. Parler de très bons jeux Star Wars, pour rebondir là-dessus, c'est qu'il y a eu un Star Wars Racer en 98, parce qu'en fait... On voit les images pour ceux qui regardent l'émission. Faut savoir que maintenant, ça paraît déjà un jeu Star Wars tous les 4 ans, ça paraît déjà bien, ça paraît beaucoup quand on est fan, mais à cette époque-là, dans la fin des années 90, il y avait 3 ou 4 jeux par an. C'est-à-dire que là, l'année 99, il y a 3 jeux qui sont sortis. On a eu Star Wars Racer, on a eu l'adaptation Star Wars épisode 1, et on a eu aussi, quelques mois plus tard, on a eu 2 jeux, il y a eu Rogue Squadron et X-Wing Alliance. Oui. Donc on a vraiment eu toutes les possibilités, jeux d'aventure, simulation, etc. Enfin, il y a vraiment tout ce qui était possible, dont Star Wars Racer, qui était, comme son l'indique,
qui est un jeu de course, qui était uniquement adapté sur les courses de Podracer qu'on voyait dans Star Wars épisode 1, donc avec son côté épique, ses grandes vitesses. Il y avait d'ailleurs un compteur de vitesse qui montait jusqu'à 500-600 km/h. Enfin, c'était vraiment sympa. Et ce jeu a vraiment beaucoup plu parce que c'était la première fois qu'on pouvait voir un jeu Star Wars qui s'attaquait au genre du jeu de course, puisque mine de rien avant on se disait Star Wars et le jeu de course, la simulation spatiale pourquoi pas évidemment, mais le jeu de course en pur et dur sur Terre, enfin ça paraissait assez aberrant, et donc le film Star Wars Racer a permis cette adaptation et ma foi elle était plutôt bonne. Il y avait quand même quelques bugs encore une fois, surtout sur la version PC qui était parfois injouable parce que elle était très gourmande, mais on a aussi une version N64 qui elle tournait parfaitement et qui était vraiment très sympathique, quoi. Quel est pour toi le jeu qui a révolutionné l'idée qu'on pouvait se faire de Star Wars sur console et PC? Je pense que c'est Star Wars KOTOR, Knights of the Old Republic, qui est sorti donc en 2003, si mes souvenirs sont bons, sur Xbox et PC. Et c'était vraiment une grosse claque pour tout le monde à l'époque, parce qu'en fait, c'était la première fois que Lucasfilm nous offrait, donc c'était encore une fois avant le rachat de Disney, que Lucasfilm nous offrait un jeu RPG en monde ouvert. Un jeu de rôle, voilà, en monde ouvert. Jeu de rôle en monde ouvert, avec des possibilités infinies, surtout des choix de dialogue. C'est la première fois qu'en fait Star Wars nous permet de créer notre propre personnage et de pouvoir choisir des dialogues et avoir notre propre histoire, en fait. Parce que maintenant, ça paraît classique dans un jeu de rôle, mais en fait, à l'époque, surtout pour un jeu Star Wars, c'était quand même quelque chose d'assez novateur. Et surtout que le jeu était vraiment, techniquement, était très au point. Il y avait très peu de bugs à dénoter. Le jeu était très beau. Et surtout, en fait, il nous montrait des pans de Star Wars qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Alors certes, il y avait l'habituelle planète Tatooine qu'on voit dans tous les films Star Wars maintenant, mais aussi il y avait des planètes qu'on n'avait jamais vues auparavant, et des personnages aussi, parce que il faut rappeler que le jeu se déroule 3000 ans avant l'épisode 4, donc la bataille de Yavin. Donc c'était permettait de parler de tout ce qui se passe avant l'Empire Galactique, avant Dark Vador, avant l'Empereur, avant tous ces personnages cultes qu'on a l'habitude de voir au cinéma depuis 30 ans, 40 ans. Donc c'était vraiment le moyen pour Lucasfilm de faire table rase du passé et de proposer de quelque chose qui était vraiment, vraiment novateur, quoi. Mohamed, toi qui es un grand fan de Star Wars, de la saga, est-ce que d'avoir des films comme ça qui donnent des bribes autour, c'est des choses qui parlent aux fans que tu es, et de jeux vidéo qui plus est? Est-ce que ça apporte quelque chose? Après, dans le cas de KOTOR, si tu veux, parce que là, c'est un truc qui est quand même assez fou. KOTOR, effectivement, on est quand même sur la vieille République, enfin l'ancienne République. C'est une période qui est pas vraiment représentée, je trouve. Alors, à la fois en jeu vidéo, oui, sauf avec KOTOR, mais aussi en termes de films, en termes de tout ce qui est roman, etc., bande dessinée, ça va, parce qu'il y a un univers étendu qui est quand même assez dingue ici, mais si l'ancienne République, et même la Haute République, voire même au-delà, c'est très connu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des médias qui ont adapté ça. Le fait que ce soit dilué dans différents jeux, en tout cas quand on est fan de Star Wars, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on apprend plein de choses différentes qui sont pas abordées dans des médias plus typés grand public. C'est pas tout le monde qui va prendre une BD sur l'ancienne République ou sur la Haute République, et forcément ces personnes-là, elles vont voir les films, elles vont jouer à des jeux. C'était hyper intelligent, c'était hyper smart de la part de Lucasfilm de proposer un jeu centré sur l'ancienne République, et surtout aussi type RPG. On le disait tout à l'heure avec Hogwarts, ça permet de placer vraiment le joueur au centre de l'expérience. Donc c'est toujours bon en fait d'apprendre qu'il y a eu d'autres périodes avant, qu'il y a des choses qui sont pas forcément expliquées aujourd'hui, qui l'étaient déjà avant, etc. Donc non, pour le coup c'est quelque chose qui est plutôt cool, et encore une fois ça change encore une fois de la saga Skywalker, de l'avènement de l'Empire, de la rébellion, etc. On connaît plus, ce qui est plus documenté en film finalement et en série. Plus documenté en film et en série, avec Rebels entre autres, etc. Bref, il y a eu plein de choses différentes, donc j'appelle de mes voeux en tout cas, parce qu'il y ait plus de choses qui soient sur ces périodes-là. Alors il y a un remake de KOTOR aussi qui est censé arriver, entre autres aussi sur PS5. Je sais pas quand est-ce qu'il arrivera, parce que pour le coup parmi les 357 jeux annoncés qui arrivent, mais j'aimerais bien beaucoup un retour à cette période-là, ouais, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de Jedi, quoi. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que en fait, tout ce qui se passe, les périodes sous l'occupation de l'Empire, en fait, il y a quasiment aucun Jedi, ou alors des survivants comme dans Jedi Survivor qui sort cette semaine. Mais là, l'occasion de l'ancienne République, c'est de pouvoir de balancer des Jedi à toutes les sauces, quoi. Du site du Jedi, des guerres, des batailles rangées de Jedi. Ce qui était impossible à faire de manière historique dans la timeline de Star Wars, parce qu'il n'y avait quasiment plus de Jedi, quoi. Il y a 2 jeux qui sont d'ores et déjà annoncés, murmurés. On a vu le Star Wars Eclipse, qui sera fait par Quantic Dream, dont on ne sait finalement pas grand-chose. On a vu quelques images. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Du frisson. C'est stylé, hein, c'est vraiment stylé. Alors, en tout cas, des images qu'on a vues... On ne sait rien. On ne sait quasiment rien. Après...
moi, je miserais personnellement sur l'Ancienne République. Je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir un jeu sur cette période-là. Cela dit, on voit quand même bien Coruscant, on voit la salle du Haut Conseil Jedi, on voit ce qui semble être Yoda. Après, voilà, peut-être que c'est quelqu'un de son espèce, je sais pas, tu vois, mais en tout cas, au moins, c'est totalement possible. Moi, ça m'a juste inspiré beaucoup de beau. dépaysement. C'est très, très C'est beau. très, très beau. Et j'espère par contre que ça va être sur une période qui va vraiment être reculée, qui va vraiment nous amener à dans des endroits qui seront peut-être pas les mêmes que ce qu'on connaît actuellement, raconter une histoire qui est pas forcément la même aussi, et poser des enjeux qui sont encore plus intéressants. Parmi tous les projets Star Wars qui arrivent prochainement, alors là je prends jeux vidéo, films, etc. Ceux qui me hype le plus, en tout cas, c'est ceux qui sont vraiment sur des retours en arrière sur l'Ancienne République, et notamment celui qui va traiter des origines de la Force, etc. Parce qu'il y a 3 projets en termes de films Star Wars qui arrivent. Ça aussi, ça me hype beaucoup. Et en fait, Eclipse, c'est vraiment ce jeu qui me fait prendre conscience qu'on est beaucoup trop allé vers l'avant, et que ce serait peut-être bien d'aller aussi un peu vers l'arrière pour regarder un peu ce qui a été fait, apporter aussi des explications sur les origines de plein de choses, ou alors expliquer différents éléments qui ont été présents dans les jeux qui ont suivi, etc. Donc non, et en plus c'est Quantic Dream, et Quantic Dream c'est vraiment les papas du game en termes de mise en scène, etc., de réalisation, et de narration aussi, surtout, avec les choix, etc. Alors, ils avaient un peu précisé rapidement en interview que ce serait pas exactement comme Detroit Become Human ou Beyond Two Souls, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que si on joue à un jeu Star Wars, on n'a pas forcément envie que ce soit une sorte de film très narratif, etc. On a envie de se battre vraiment pour de vrai, manette en main. Donc beaucoup de curiosité en tout cas pour Eclipse, vraiment j'ai vachement hâte. Eh bien, écoutez, il y aura aussi normalement, et murmuré, un monde ouvert côté Ubisoft. Donc ça, on attend de voir pour l'exploration. Ça peut être très, très vaste. C'est massif, ouais. Donc on verra. On sait On sait rien du tout, c'est du murmure. Du tout. On va parler jeu aussi, et on va passer dans la partie à quoi on joue pour parler encore un peu de Star Wars quand même. Pour poursuivre dans la thématique, et parce qu'il nous reste quelques minutes, je voudrais qu'on parle un petit peu vite, désolé, de Star Wars Jedi Survivor, que nous avons eu l'occasion de voir un petit peu en avance et de mettre la main dessus. Maintenant qui va sortir, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Camille, tu as pu un petit peu ou pas? Oui, tout à fait. Bah, pour l'instant, j'en suis qu'aux prémices, on va dire. Mais le jeu vraiment est très novateur par rapport à ce qui avait été fait auparavant, notamment sur toute la partie technique déjà, importante aussi. Mais la partie gameplay aussi, qui était un peu pataude dans Fallen Order, donc le jeu de 2019. Et là, tout ça, ça a été amélioré, notamment au niveau des sauts. C'est beaucoup plus fluide. On a plus l'impression de jouer un Jedi. Alors qu'avant, à certains moments, on avait l'impression de jouer un type qui avait la force, mais qui n'était pas encore Jedi, qui était. C'est un padawan. C'était un padawan, quoi. Un Et vrai. là, on a vraiment l'impression que notre personnage maîtrise beaucoup plus la force. C'est plus fluide dans les mouvements. On peut par exemple faire du wall jump, etc., qui est beaucoup plus réaliste, enfin réaliste si on peut dire, mais beaucoup plus épique en tout cas par rapport à ce qui était le cas dans Fallen Order, où vraiment les mouvements étaient parfois très patos et les combats étaient un peu mous du genou à certains moments. Même s'il y avait parfois beaucoup d'ennemis en même temps, beaucoup de Stormtroopers qui arrivaient, etc. C'était parfois vraiment mou, quoi. Mohamed, même sensation? Ouais, je dirais même en plus que c'est une belle évolution, et d'ailleurs Respawn s'en est jamais caché que Survivor allait pas être un jeu qui allait être totalement disruptif avec tous les jeux Star Wars précédemment. Du moins, ils ont vraiment communiqué ça comme étant l'évolution, de Next Evolution en tout cas, par rapport à Fallen Order. Le jeu est plus fluide, le jeu est plus épique, je trouve le jeu plus dynamique. Cal, effectivement, belle évolution qui est vraiment palpable déjà sur le point de vue physique, effectivement. On sent qu'il a pris quelques années un peu dans la figure, petite barbe de 3 jours, etc. Ah oui, il a vieilli, il fallait comprendre qu'il s'était passé 5 ans, il a des barbes et des cicatrices. Tu remarqueras qu'on rajoute toujours un peu de barbe pour un personnage qui a vieilli, c'est un truc de ouf. Mais messieurs, il faut y penser là pour ne pas paraître plus vieux. C'est vrai, totalement. J'ai encore des choses à faire là-dessus. Mais non, effectivement, tu sens que voilà, il y a eu beaucoup qu'il a vécu pas mal de choses, etc. Et beaucoup plus de maturité aussi. Et les combats aussi, juste pour parler de ça, effectivement, je les sens beaucoup plus. Pas punitifs, mais genre beaucoup plus viscéraux, on va dire. Je les trouvais plus dynamiques et ça y va. Ça tape quand même pas mal. Donc, en tout cas, faut voir comment est-ce que ça va être sur l'intégralité de l'aventure. Mais en tout cas, sur la session qu'on avait pu faire et tout, notamment sur Kobo, on a rencontré pas mal d'ennemis, on a un bestiaire plus de possibilités et tout, notamment sur l'exploration. Ça me semble être vraiment la bonne évolution, en tout cas, du jeu de base qui avait quand même plu, hein, malgré le jeu de base était pas mal, j'avais trouvé un peu trop couloir. Oui, c'est ça. Là, l'exploration, elle aura plus de liberté là. Et surtout, elle est moins punitive, parce que c'est vrai que dans Fallen Order, on avait tendance à explorer des zones et finalement, ça nous apportait pas grand-chose. Alors que là, dans celui-là, ils ont voulu vraiment qu'il y ait des accessoires, des objets à trouver, etc. Ils ont mis plein de secrets. Ouais. Donc c'est plutôt un très bon point, puisque l'exploration, ça s'adapte parfaitement à Star Wars, et particulièrement à Jedi Survivor, qui présente des très grands environnements. Donc la première chose qu'on veut faire, c'est vraiment explorer tout ça, quoi.
Voilà, donc ça sort le 28 avril, donc c'est déjà demain. C'est dimanche. Ou pour ceux, si vous nous écoutez en replay, eh bien, ça vient de sortir. C'est bon là. Mais Vous y voilà, allez. c'est à tester. Star Wars Jedi Survivor, jeu d'action, d'aventure, d'exploration, Ouais. qui change un peu des batailles dans l'espace. Tout à fait. Messieurs, pour finir, il me reste une petite minute pour vous montrer quelque chose qui arrive aussi, mais pas tout de suite, qui est la console portable Asus ROG Ally. Wow. What is that? Qui est là. Ah ouais, c'est stylé, hein. Alors, le Steam Deck de Valve a lancé une mode qui était d'avoir une console portable Ouais. pour les joueurs PC, qui, les pauvres, n'avaient rien, avaient des très beaux jeux, mais pas de moyens, pas de Nintendo Switch qu'avec les jeux Nintendo, ou de smartphone pour jouer à des jeux un peu plus puissants. Il y a ça désormais, c'est la concurrence, elle arrive avec un format écran 7 pouces. Aussi, elle est d'un bon poids. J'allais dire le Il y a- poids, ouais, comment ça il y a, comment il y a ça 600 grammes quand même, mais Ça a moi, l'air ce que d'être, j'ai bien aimé là, des premiers tests que j'ai eus, c'est l'ergonomie, puisque je trouve qu'elle est bien étudiée. J'avais, avec le Steam Deck, un peu mal aux mains. Là, on a pensé aux paumes de main, et même des petites mains, et de tous les boutons. Elle est assez sympathique sur l'écran. L'écran n'est pas OLED, comme quoi il n'y a pas forcément besoin d'avoir un écran OLED. Il est de très bonne qualité. Il est 120 Hz, donc ça, pour les jeux, ça va quand même être sympa. Ouais. Dedans, il y a du AMD Ryzen poussé au maximum pour que les jeux tournent bien. Vous avez Beaucoup accès plus surtout ouais, beaucoup plus que le Steam Deck. que le Steam Deck. Et surtout, l'avantage, c'est que vous pouvez connecter quasiment toutes les bibliothèques de jeux PC. Steam, Ah, Steam, Epic, ah, d'accord. EA Play, le Xbox. Ils ont un partenariat avec le Xbox Game Pass pour récupérer les jeux. Vous pouvez mettre GeForce Now, donc pour jouer en cloud aussi, parce qu'elle n'est que Wi-Fi. Alors Wi-Fi 6E, mais que Wi-Fi. Il n'y a pas de 5G ou quoi que ce soit dedans. Et l'autonomie, je vous dirai ça quand j'aurai fait ça plus longtemps, parce que je ne sais pas. On m'a dit, comme le Steam Deck, ce qui est quand même pas forcément la meilleure valeur, mais ça arrive très très vite. À mon avis, courant mai, on n'a pas de date exacte, mais il y a un vrai événement de lancement le 11 mai. Le prix, eh bien, on verra. À mon avis, ça ne va pas être donné. Ouais, j'avais posé la question. On nous a dit C'est vachement beau. sous les 1000 €. Donc, je suis presque rassurée, Ah, mais yes. pas totalement. Ça va. Non, mais elle s'annonce très très puissante. En revanche, si vous avez un catalogue de jeux PC pour jouer, c'est très bien, c'est très fluide. Voilà, j'ai testé Cyberpunk dessus. C'est quand même pas le jeu le plus léger à essayer. Mais clairement pas. Ça tourne plutôt pas mal. Donc voilà, à voir pour le prix. On s'en reparlera très très vite et plus précisément. Mais je voulais vous la montrer. Ils ont vraiment lancé un truc. ROG, voilà. Pour finir, ouais. avec tout l'environnement ROG, très très bien aussi pour les réglages des performances. C'est idéal pour le jeu PC en mobilité. Messieurs, on arrive au bout de cette émission. Merci à vous d'être venus parler de la guerre des Merci. étoiles et tout. fait plaisir. J'espère que C'est bien. ça vous a fait plaisir. Camille, qu'on Clairement. retrouve sur Gameblog Tout à fait. tout le temps. Pour parler de Star Wars, mais pas que. Mais pas que. Donc il reviendra pour parler d'autre chose que Star Wars. Mohamed aussi, jeux vidéo magazine et en vidéo aussi, je ne l'ai pas dit. Sur YouTube, tout à fait. Partout. Ouais, TikTok, Instagram. Voilà, sur les partout, réseaux. quoi. Vous les retrouvez partout. Et nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de multijoueur. En attendant, portez-vous bien et jouez bien. Ciao, ciao.